J'avais 54 ans l'année où mon père est mort, bien que je me sois sentie plus âgée bien avant cela. Je vivais avec mes parents dans la même maison où j'avais grandi, dans un quartier où les boîtes aux lettres penchaient et où les rideaux ne changeaient jamais. Ma sœur Amy vivait à l'autre bout du pays, en Arizona. Elle avait un mari, 3 enfants, et un emploi du temps toujours impossible à concilier quand maman lui demandait si elle viendrait nous rendre visite. Moi, je suis restée. Je ne me suis pas mariée, je n'ai pas eu d'enfant. J'ai eu Peter, un jour un homme calme, aux mains douces, avec un projet de vie au Colorado. Mais je lui ai demandé d'attendre quand papa est tombé malade. Il a attendu 1 an. Moi, j'ai attendu trop longtemps. Il a épousé une enseignante aux yeux chaleureux. Je leur ai envoyé une carte. Juste 3 mots, félicitations. Sincèrement, Linda. C'était il y a 20 ans. Amy m'appelait, la belle, à chaque fois qu'elle rentrait, tous les 3 ou 4 ans, en général avec des pâtisseries sans allergènes et un décalage horaire trop fragile pour permettre un détour par l'épicerie. Maman m'appelait, la dévouée. Mais Amy, c'était elle qui portait la famille vers l'avenir. Je n'ai jamais vraiment compris ce que ça voulait dire. Peut-être que c'était les enfants. Peut-être le mari qui portait des chemises à col même le week-end. Peut-être la façon dont les yeux de maman s'adoucissaient quand Amy entrait dans une pièce, comme si sa simple présence pouvait effacer la distance. C'est moi qui accompagnais papa à ses rendez-vous, qui avais appris à mesurer son insuline quand ses mains se mirent à trembler. C'est moi qui me réveillais au milieu de la nuit quand il appelait. Celle qui le persuadait de manger quand il n'avait plus envie de rien, sauf des glaçons. Je travaillais à mi-temps à la bibliothèque en bas de la rue, à ranger les livres que j'avais un jour rêvé d'écrire. J'avais un diplôme en littérature anglaise et un manuscrit à moitié terminé dans un tiroir que je n'avais pas ouvert depuis 8 ans. Mais je suis restée. Un jour, maman m'a dit que j'étais chanceuse. « Tu n'es pas comme Amy », m'a-t-elle confié autour d'une tasse de thé, en pliant le linge comme s'il s'agissait d'un rituel sacré. « Tu n'as pas le fardeau des enfants. Donc rester ici, c'est logique, non ?» Elle ne voulait pas être cruelle. Ou peut-être que si. Avec les mères, c'est parfois difficile à dire. Amy a appelé une fois, il y a des années, pour me demander pourquoi je n'étais pas partie, pourquoi je n'avais pas tenté quelque chose de nouveau. Je lui ai rappelé doucement qu'elle avait refusé de prendre soin de papa, ne serait-ce qu'une semaine, quand j'ai dû me faire opérer de la vésicule biliaire. Elle s'était tue, puis avait dit, « Eh bien, j'ai 3 enfants, Linda. Ce n'est pas exactement des vacances. » J'ai ri doucement, parce qu'on m'avait appris à faire ça quand quelqu'un minimisait ma vie. Rire. Laisser passer. Être celle qui tient bon. Je n'enviais pas Amy. Pas vraiment. Mais parfois, en entendant le bourdonnement sourd de la machine à laver à minuit ou en jetant les conserves périmées du garde-manger, je me demandais ce que cela ferait d'être manquée, d'être choisie, d'être celle à qui on permet de partir. À la place, je faisais les listes de courses. Je gérais les horaires des médicaments. Je vidais le classeur de papa quand son esprit commença à s'égarer, découvrant de vieilles lettres d'amour qu'il avait autrefois écrites à maman, dans une langue qu'il ne savait plus parler. À l'église, les gens disaient que j'étais une bénédiction. Votre mère a tellement de chance de vous avoir. Je souriais. Je souriais toujours. Mais je ne me souviens pas de la dernière fois où quelqu'un m'a demandé comment j'allais. À l'époque où le corps de papa commençait à lâcher, je vivais ainsi depuis si longtemps que j'avais oublié qu'il pouvait exister une autre manière d'exister. Et quand le nom de Peter revenait dans une conversation, jamais par moi, toujours par quelqu'un d'autre, je me contentais de hocher la tête. Cette partie de moi appartenait à une autre Linda, une qui avait eu le choix. Mon père est décédé un mardi. Il pleuvait, pas de manière dramatique, juste une pluie grise, régulière, honnête. J'ai tenu sa main jusqu'à ce qu'elle refroidisse. Son dernier souffle fut faible, presque à contre-cœur. Il n'y avait personne d'autre dans la pièce. Maman s'était assoupie dans son fauteuil. Amy était dans un avion réservé trop tard, disant qu'elle ne pouvait pas manquer une réunion parents-prof. Elle est arrivée le lendemain matin, encore en sandales compensées, tirant une valise à roulettes qui couinait sur le carrelage du couloir. Les funérailles furent modestes, composées surtout de voisins et de fidèles de l'église qui se souvenaient de papa quand il pouvait encore tenir une conversation. Amy fit un éloge dans lequel elle mentionna que papa aimait les pommes et détestait les embouteillages. Moi, j'ai lu un passage de l'Ecclésiaste. Personne ne me l'avait demandé, mais le pasteur m'a fait un léger signe de tête quand je me suis levée. Amy est restée 2 nuits. Elle a proposé de payer la moitié du traiteur, puis s'est souvenue qu'elle avait laissé son portefeuille dans la voiture. Je ne lui ai rien rappelé. Le 2e soir, je l'ai trouvée en train de réserver un vol pour samedi matin.
Elle expliquait qu'elle devait rentrer où son plus jeune avait un match de foot et Marc ne pouvait pas gérer les enfants seuls trop longtemps. J'ai rangé les vêtements de papa dans des cartons, décroché les vieilles photos dans le couloir, essuyé la poussière des cadres. Maman restait presque silencieuse, assise à la table de la cuisine, comme si elle attendait des instructions. 2 semaines plus tard, nous avons reçu une lettre de l'avocat, Maître Keller, nous demandant de venir à son cabinet pour lire le testament. C'était un mercredi matin. Amy avait repris l'avion, vêtue d'une robe noire discrète et trop de parfum. Maître Keller avait une voix fatiguée et des yeux bienveillants. Il ouvrit un gros dossier et commença à lire avec le rythme mesuré et précis des avocats qui savent que ce qu'ils vont dire va faire mal. L'ensemble de la succession, la maison, les économies, ce qui restait de la retraite de papa revenait à Amy et à ses enfants. Il lut leurs noms à haute voix, chacun résonnant comme un tampon sur un document que je n'avais jamais vu mais que je sentais déjà peser contre ma peau. Mon nom ne fut pas mentionné. Pas une seule fois. Je ne dis rien. Je ne clignais pas des yeux. Je regardais le bouton en laiton de la porte du bureau et pensais, voilà ce que ça fait être du mauvais côté d'une porte que personne ne veut ouvrir. Amy se tortilla sur sa chaise comme si celle-ci était devenue froide. Maître Keller s'interrompit, me regarda, puis se tourna vers ma mère. Maman sourit doucement. Elle posa sa main sur la mienne, comme le font les gens quand ils s'apprêtent à vous dire quelque chose de cruel avec douceur. « Tu n'as besoin de rien d'autre, dit-elle. Tu as eu du temps avec ton père. C'était à part. » J'ai hoché la tête, non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que c'était la seule chose que je pouvais faire pour ne pas me lever et quitter la pièce sans jamais revenir. Dehors, l'air était doux. Le trottoir était fissuré, et quelqu'un avait laissé un petit moulin à vent en plastique dans un parterre près des marches. Il tournait doucement dans la brise, rouge et jaune, en silence. Je n'ai pas pleuré en rentrant. Je n'ai pas posé de questions. Je ne me suis pas mise en colère, je n'ai pas supplié. Je suis juste rentrée par la porte d'entrée, j'ai enlevé mes chaussures, et j'ai plié le pull que j'avais porté au cabinet de l'avocat. Il sentait encore légèrement l'après-rasage de mon père, bien que je ne l'ai pas porté près de lui. Ce soir-là, j'ai fait une liste de ce que j'allais emporter. Elle n'était pas longue. Le lendemain matin, j'avais rempli une seule valise, un carton, et le mouchoir que papa m'avait offert quand j'avais 16 ans. Il y avait mon prénom brodé dans un coin, Linda, en fil bleu délavé. Il me l'avait donné après que j'eus récité par cœur un poème entier d'Emily Dickinson lors d'un événement jeunesse à l'église. Pour ta voix, avait-il dit, quand elle est trop pleine. J'ai laissé un mot sur la table de la cuisine. Maman, je pars pour l'Oregon. Je te dirai quand je serai installée. Je ne l'ai jamais fait. J'ai trouvé une ville que personne ne connaissait, et une chambre au-dessus d'une librairie avec une fenêtre orientée à l'ouest. Le propriétaire était gentil. Le plancher grinçait. Le lit était ferme. J'ai trouvé un emploi à la bibliothèque municipale. Rien de prestigieux, ranger des livres, aider à débloquer les imprimantes, orienter les enfants vers le rayon des dinosaures. Personne ne connaissait mon histoire. J'étais juste Linda. Pas la fille de quelqu'un, pas la déception de quelqu'un, pas la femme qui était restée trop longtemps dans la mauvaise maison. Je n'ai pas emporté grand-chose. Aucun héritage, aucune photo encadrée. Mais j'ai gardé le mouchoir dans le tiroir du haut de ma table de nuit. Certaines nuits, je le dépliais juste pour me rappeler qu'un jour, quelque chose m'avait été destiné. Je dînais seule la plupart du temps. Je trouvais la paix dans le léger bourdonnement de la bouilloire, dans le froissement des couvertures de livres de poche, dans le son de mes propres pas que personne ne suivait. Quand les gens me demandaient si j'avais de la famille, je répondais, pas dans les environs, et je changeais de sujet. Je ne me sentais pas amère. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais simplement terminée. Ils ne m'avaient pas pris mon héritage. Ils m'avaient pris l'illusion que j'avais un jour fait partie d'eux. Et d'une certaine manière, c'était bien pire. La lettre est arrivée dans une enveloppe blanche ordinaire, du genre utilisé pour les factures ou les rappels de la pharmacie. Mon prénom était écrit à la main, l'encre à peine estompée sur les bords, oblitérée depuis ma vie natale. J'ai failli ne pas l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait un petit mot de Maître Keller, l'avocat qui avait lu le testament. Son écriture était soignée, presque désolée. « Linda, je n'avais pas le droit de dire quoi que ce soit plus tôt. Votre mère a insisté, mais je pensais que vous deviez savoir que votre père avait rédigé un testament antérieur. Dans celui-ci, il vous léguait la maison. Il a été modifié 3 mois avant sa mort. C'est votre mère qui a apporté les changements. Vous trouverez ci-joint une copie pour vos archives.
J'ai déplié la deuxième feuille avec des doigts qui ne semblaient pas être les miens. C'était une copie scannée, pas l'original, mais je reconnaissais la signature. J'avais vu mon père écrire ce nom sur des cartes d'anniversaire, des formulaires d'impôt, la page de garde de tous les livres qu'il prêtait depuis sa bibliothèque. Le testament était daté d'un peu plus d'1 an avant sa mort. Le langage était simple, presque tendre dans sa clarté, cette maison doit revenir à ma fille, Linda. Elle l'a gardée vivante pendant 17 ans. C'était tout. Pas de fioritures, pas de longues justifications, juste la vérité, écrite une fois, effacée plus tard. Je me suis assise au bord du lit. La lumière de l'après-midi avait changé, projetant une longue bande d'ombre à travers la pièce. Dehors, quelqu'un tondait la pelouse. J'entendais le bourdonnement sourd des lames, la toux rythmée du moteur. Un chien a aboyé une fois, puis s'est tu. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste regardé la page et laissé le silence m'envelopper. Il avait essayé. À un moment donné, quand sa voix avait encore de la force, quand sa mémoire ne s'était pas encore retournée contre lui, il avait essayé de me nommer, de me donner quelque chose. Pas seulement une maison, un lieu, un lien, un sentiment d'appartenance. Et elle me l'a retiré. J'ai pensé aux après-midi passés à nettoyer le garage, aux nuits à dormir sur une chaise près de son lit, aux anniversaires que je ne célébrais pas pour qu'il ne soit pas seul. J'ai pensé à ce jour où je lui ai tenu la main quand il est parti, à ce que je lui ai murmuré, « C'est bon. Tu peux te reposer maintenant », comme une promesse tenue. Il avait vu tout cela suffisamment pour écrire cette phrase. Mais au final, ce n'est pas son écriture qui comptait. J'ai replié les papiers dans l'enveloppe et les ai rangés dans le tiroir avec le mouchoir. Je n'avais pas besoin de la maison, mais j'avais besoin de savoir. Je ne l'avais pas imaginé. Et maintenant je savais. J'avais 28 ans quand j'ai reçu la lettre de bourse. Elle est arrivée dans une enveloppe crème épaisse, un papier dense avec des lettres dorées dans le coin. Columbia. Bourse complète. Master en littérature. Je me souviens l'avoir tenue à 2 mains, comme si elle risquait de disparaître si je clignais trop fort des yeux. Je ne suis pas allée l'annoncer à qui que ce soit. Je suis juste restée debout dans le couloir à la lire encore et encore, le cœur battant à tout rompre. Pendant un instant, j'ai vu une autre vie. Des brownstones, des rames de métro bondées sous la neige, l'odeur de l'encre et des vieux livres. Ce soir-là, après le dîner, j'ai apporté la lettre à la cuisine. Maman rinçait les assiettes. Papa dormait déjà dans son fauteuil. J'ai posé la lettre doucement sur la table, comme si elle méritait une certaine révérence. Elle n'a même pas levé les yeux. « C'est quoi ?» a-t-elle demandé, l'eau coulant encore. J'ai été acceptée, ai-je dit. À Columbia. Il m'offre une bourse complète. Elle a fermé le robinet, s'est essuyé les mains lentement. Puis elle a pris l'enveloppe, l'a regardée, et a dit, à New York. J'ai hoché la tête. Un long silence s'est installé. J'entendais le bourdonnement du réfrigérateur. La lumière de la cuisine grésillait. Elle a soupiré. Linda, dit-elle, presque avec gentillesse, si tu pars, qui s'occupera de ton père? Amy ne peut pas. Elle a les enfants. Marc travaille tout le temps. Ils ont besoin d'elle. Je me suis tenue là, agrippée au dossier d'une chaise. Ma voix est sortie faible, je pensais, peut-être pour 1 an ou 2. Elle m'a regardée, puis m'a vraiment regardée. Ta sœur a une famille, dit-elle. Pas toi. Elle a plié la lettre en 2, puis encore, et encore jusqu'à ce qu'elle tienne en un petit carré dans sa paume. Elle ne l'a pas déchirée, pas encore. Elle l'a simplement tenue comme quelque chose qu'il fallait manipuler avec soin avant de le jeter. Je suis montée dans ma chambre. Le lendemain matin, la lettre avait disparu. Je n'ai jamais demandé où elle était passée. Des années plus tard, lorsque j'ai essayé de me rappeler mot pour mot ce qu'elle disait, je n'y suis pas parvenue. Je ne me souvenais que du sentiment, comme se tenir au bord de quelque chose de vaste et de magnifique, et se faire dire qu'on n'avait pas le droit de sauter. Presque 8 mois de silence s'étaient écoulés quand Amy a rappelé. Le numéro s'est affiché sur mon écran pendant que je rangeais une pile de polars en gros caractères à la bibliothèque. J'ai laissé sonner jusqu'à ce que ça s'arrête. Le message vocal est arrivé quelques minutes plus tard. Sa voix était plus mince que dans mon souvenir. Et Linda, c'est à propos de maman. Elle ne va pas bien. Je ne sais pas combien de temps il lui reste. Rappelle-moi, s'il te plaît. Je ne l'ai pas fait. 2 jours plus tard, elle a rappelé. Cette fois, j'ai répondu. Amy n'a pas dit bonjour. Elle a juste respiré un instant, puis a dit. Et elle oublie les gens, les visages, les prénoms.
Elle ne cesse de demander après toi. Je n'ai rien dit. Elle ne reconnaît même plus sa propre petite fille, a ajouté Amy. Mais elle se souvient de toi. Parfois elle t'appelle Amy, mais la plupart du temps elle demande « Où est Linda ?» Et puis elle pleure. Il y a eu un silence. Ma fille ne veut plus l'approcher. Marc dit qu'on devrait envisager un établissement spécialisé, mais... Sa voix s'est brisée. Je ne sais pas quoi faire. Je fermais les yeux. Je pouvais imaginer la cuisine de la maison, le papier peint jauni, l'horloge au-dessus de l'évier qui faisait tic-tac, l'écho d'une femme qui, un jour, avait déchiré un rêve comme on déchire une serviette en papier. Elle a donné son amour à quelqu'un d'autre, dis-je, la voix calme mais ferme. Elle ne me rappelle plus. Linda. Mais j'avais déjà raccroché. Le lendemain, je reçus un message d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Il venait d'une ancienne aide-soignante qui s'était occupée de mon père, des années plus tôt. J'ai rendu visite à votre mère aujourd'hui. Elle n'arrêtait pas de demander après vous. Elle a pleuré quand je suis partie. Je me suis dit que vous devriez le savoir. Je suis restée longtemps à fixer ce message. Puis j'ai retourné le téléphone, face contre le comptoir. Ce soir-là, j'ai fait du thé. J'ai posé la tasse sur la table, à côté de l'enveloppe de Maître Keller et du mouchoir plié avec mon prénom brodé dans un coin. J'ai allumé une bougie, pas pour le rituel, juste pour la lumière. Je ne ressentais plus de culpabilité. Plus maintenant. Ce que je ressentais, c'était de la distance, pas de la froideur, mais une forme de clarté. Comme si je sortais enfin du brouillard et réalisais que j'avais respiré un air usé pendant des décennies. Il fut un temps où j'y serais allé. Peu importe les circonstances, j'aurais fait ma valise, réservé un bus, préparé les repas, nettoyé la salle de bain, et je l'aurais bordé le soir. Je l'aurais fait, parce que c'est ce qu'on m'avait appris qu'une bonne fille devait faire. Mais je n'étais plus sa fille. Plus de la manière qui compte. J'étais celle qui était restée quand c'était difficile, celle qui était utile, celle qui restait invisible jusqu'au moment où on avait besoin d'elle. Et j'en avais fini. Je n'ai pas rappelé Amy. Je n'ai pas répondu au message. J'ai éteint mon téléphone et laissé le silence s'installer. Le lendemain matin, je me suis réveillée au chant des oiseaux, sans appel manqué. C'était la première fois depuis des années que je ne commençais pas ma journée avec la crise de quelqu'un d'autre. J'ai déménagé de nouveau. Une autre ville, un autre nom sur la boîte aux lettres. J'ai trouvé un appartement au-dessus d'un fleuriste, petit cette fois, avec des plafonds en pente et une vue sur la rivière. Le loyer était bas, les voisins polis. Personne ne me demandait d'où je venais. Personne ne m'appelait la bonne fille. J'ai changé de numéro, supprimé d'anciens contacts. Je n'ai rien dit à Amy. Je n'ai laissé aucune adresse de réexpédition. J'ai laissé le passé derrière moi comme des meubles trop lourds à porter jusqu'à l'étage. Le silence a suivi. Pas celui qui fait mal, mais celui qui s'installe dans les os comme un manteau chaud après des années d'humidité. Pas de messages vocaux qui commencent par « on déteste te demander ça ». Pas d'invitation déguisée en obligation. Je continuais à aller au travail, je faisais toujours du thé le soir. J'ai acheté une plante pour le rebord de la fenêtre, une fougère. Elle a commencé à dépérir dès la première semaine, mais je l'arrosais quand même. Nous apprenions toutes les deux à vivre dans de nouvelles conditions. Un soir, j'ai accroché une photo de mon père au mur. Juste une. Il était plus jeune dessus, tenant une canne à pêche, riant au soleil. Je ne l'ai pas accroché pour lui pardonner. Je l'ai accroché pour me souvenir que quelqu'un, un jour, m'avait vu, m'avait choisi, même si ce choix n'avait pas tenu. Parfois, je me demandais à quoi ressemblait la maison aujourd'hui. Si les sols avaient été remplacés. Si Amy s'asseyait encore dans le jardin qu'on avait construit l'été où papa ne pouvait plus rester debout assez longtemps pour tondre. Je n'ai jamais vérifié. Je ne leur devais même pas cette curiosité. Pour la première fois en 54 ans, je n'attendais plus qu'on m'autorise à être moi-même. Personne ne mesurait ma valeur à mon utilité. J'ai cessé de m'excuser d'être indisponible. J'ai cessé de croire que l'amour devait se mériter en renonçant à tout. J'avais toujours le mouchoir, toujours rangé dans le tiroir à côté du lit, mais je n'avais plus besoin de le déplier pour me sentir reconnue. Je n'avais plus besoin de preuves. Ils avaient réécrit le testament. Ils m'avaient effacé de l'histoire. Alors j'ai écrit la mienne, et j'ai choisi comment elle se terminerait. Dans la paix, dans le silence, dans un espace entièrement à moi. Pas parce que j'avais gagné, mais parce que je suis partie avant qu'on écrive la fin à ma place.